It is so easy to make mistakes in French when you are an English speaker, when there is an English word which has a very similar looking French equivalent, which in fact turns out to mean something completely different. In fact, after all these years, I still have to think twice when I want to use the word sensible in English. False friends, false cognates, those linguistic fake friends, faux amis in French, are easy words to make French mistakes with. So today we are going to do a recap of the 10 of the most common of those false friends, faux amis, so that you can remember them, spot them, and use them in their correct sense more often than not. And of course, this episode will be in French. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Aujourd'hui, on va donc parler des faux amis. Ces mots qui existent en français et en anglais, qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et d'ailleurs, bien souvent, ils signifient quelque chose de bien différent, de très différent. Il n'y a pas de remède miracle pour éviter ces erreurs, si ce n'est que de vous familiariser avec ces mots dans un contexte, dans leur sens propre. Alors, pour chacun de nos 10 exemples, je vais vous donner une phrase qui contextualise les mots dans leur sens correct. On commence par un grand classique. Actuellement et actually. En français, on utilise actuellement dans le sens de nos jours, maintenant, en ce moment. Comme par exemple dans cette phrase que vous entendrez peut-être. Ce produit n'est pas disponible actuellement. Ou on pourrait aussi le voir dans cet exemple. Il n'y a actuellement aucun projet de développement des infrastructures existantes. Actuellement, c'est souvent utilisé dans un langage un petit peu soutenu, un langage un peu formel, un peu bureaucratique. Donc dans le français parlé de tous les jours, en conversation entre amis, actuellement, ce n'est pas vraiment un mot qu'on utilise très souvent. On l'utilise, mais pas trop souvent. Mais il n'est jamais utilisé pour traduire le mot anglais « actually », qui lui veut dire « en fait » ou « en réalité ». Actually, I'd rather we stay at home tonight. En fait, je préférerais si on restait à la maison ce soir. Ou encore, This is actually quite a good film. En fait, c'est plutôt un bon film. Notre deuxième exemple, assister et to assist. Je tenais vraiment à mettre ce mot sur notre liste parce qu'en fait, il est parfois un faux ami et parfois, il ne l'est pas. Ce qui rend, à mon avis, ce mot encore plus difficile à maîtriser, encore plus compliqué. En fait, actually, en français, assister, il est souvent utilisé sous la forme de assister à, ce qui veut dire être présent quelque part pour voir quelque chose, être dans un endroit précis où l'on voit quelque chose. Je vais assister à la cérémonie d'ouverture des JO, ou j'étais en vacances alors j'ai pas pu assister à ce concert. On peut assister à une réunion, à un concert, à un récital, à l'enregistrement d'une émission de télé, à un spectacle, mais ce sera toujours assister à. Mais quand on est dans un magasin et que le vendeur approche et dit « Est-ce que je peux vous assister ?» Dans ce cas-là, on utilise le verbe assister de la même façon que le verbe anglais to assist. Est-ce que je peux vous aider? Une grosse équipe médicale assiste le chirurgien pour cette opération très difficile. Le chirurgien a une grosse équipe qui l'aide pour mener à bien cette opération. Et on va suivre ça tout de suite avec notre troisième exemple, avec les mots attendre et to attend. Puisque to attend, ça veut en fait dire assister à. J'ai assisté à son spectacle, c'était très bien. Mais on dira j'attends mon tour, ce qui veut dire que je suis patiente jusqu'à ce que mon tour arrive. Ou attendez-moi ici, ce qui veut dire rester ici, patienter, à cet endroit. 4.
une bague et la version anglaise, a bag. Une bague, c'est un bijou que l'on porte au doigt. Elle a une très belle bague qui lui vient de sa grand-mère. Donc à ne pas confondre avec un sac, a bag. Tu as un beau sac à main, you have a lovely handbag. Ou il ne faut pas que j'oublie mes sacs pour aller en course. 5. Une librairie et le mot anglais est library. J'achète tous mes livres à la librairie en ville. Ils y donnent de très bons conseils et ils ont des livres très intéressants. Mais par contre, si vous voulez emprunter un livre, vous irez à la bibliothèque. À la bibliothèque municipale, je peux emprunter 5 livres à la fois. C'est vraiment très pratique. 6. Une place et a place. En fait, une place, ça veut dire plusieurs choses en français. Donc un petit peu comme notre deuxième exemple, une place, ça peut parfois être un faux ami et parfois ça ne l'est pas. On se rejoint sur la place du marché. Dans ce cas, une place, c'est un square, un lieu public à ciel ouvert, un lieu souvent entouré d'habitations. Une place, la place du marché. Mais une place, parfois, ça veut aussi dire de l'espace. Il y a beaucoup de place pour se garer ou il n'y a pas beaucoup de place dans mon armoire. Ça peut aussi vouloir dire un billet ou un ticket. J'ai 2 places de cinéma. Tu veux venir avec moi? Et enfin, ça veut aussi dire une position ou un rang. Il est arrivé en 3e place. Mais on a aussi un autre mot pour le mot anglais a place. Et dans ce cas-là, on utilisera le mot un endroit. C'est un endroit où je retourne tous les ans. It's a place where I go back every year. Voilà, une place, la place, c'est un de ces petits mots français que l'on peut utiliser de beaucoup de façons différentes. Un de ces petits mots très intéressant. 7. Rester et le verbe anglais to rest. Rester quelque part, ça veut dire ne pas bouger, ne pas changer de place. Elle a pris un coup de soleil parce qu'elle est restée au soleil toute la journée. Ou ça peut aussi vouloir dire qu'il y a encore de quelque chose, que quelque chose est encore disponible. Et dans ce cas-là, on dira toujours « il reste ». Le verbe « rester » sera toujours utilisé avec le pronom « il ». Il reste. Il reste de la tarte, tu en veux une part? Ou encore, il restait encore beaucoup de monde sur la place en fin de journée. C'est-à-dire qu'il y avait encore beaucoup de monde sur la place. Mais quand vous parlez à quelqu'un qui a besoin de repos ou qui est fatigué, vous n'allez pas lui dire « il faut rester ». Sinon, la personne vous demandera sans doute « il faut rester où ?» ou « il faut rester pourquoi ?» Vous allez dire à cette personne « il faut te reposer ». Il faut te reposer. Comme dans cet exemple, on a beaucoup trop marché aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin, I need, se reposer, to rest. 8. Une journée, a journey. Une journée, c'est 24 heures ou parfois c'est juste 12 heures. C'est une période de temps bien définie. Il a fait beau toute la journée ou j'ai passé toute la journée à faire du ménage. Mais si vous parlez d'un trajet, si vous parlez d'aller d'un point A à un point B, dans ce cas-là, vous allez utiliser soit le mot trajet ou le mot voyage. Il me faut 2 heures pour faire ce trajet. C'est un long voyage. Un trajet, c'est vraiment l'action d'aller d'un point A à un point B, alors qu'un voyage, c'est tout simplement l'action d'aller ailleurs, de partir quelque part. Donc on dira je pars en voyage d'affaires. On ne dira pas je pars en trajet d'affaires. Je pars en voyage autour du monde. 9. Sensible contre sensible. My nemesis, ma bête noire. Comme je vous l'ai dit, même après tant d'années, il faut toujours que je réfléchisse un tout petit peu quand j'utilise sensible en anglais. Alors voyons les différents cas de figure. En français, on va dire j'ai une peau très sensible. Une peau qui, par exemple, réagit au froid. On peut aussi dire il y a une différence sensible entre les prix sur le marché et les prix en grande surface. Dans ce cas, ça veut dire une différence que l'on ressent, que l'on peut voir assez facilement. Une différence que l'on peut remarquer. Une différence sensible. Mais si on veut traduire « he is a sensible person », dans ce cas, on dira « c'est une personne raisonnable ». Ou un autre exemple, vu les circonstances,
c'est une décision raisonnable. It's a sensible decision. Je vous donne un dernier petit exemple pour bien cimenter tout ça. A sensible child, un enfant raisonnable. A sensitive child, un enfant sensible. On a commencé par un grand classique, donc on va finir par un autre grand classique des faux amis. 10, éventuellement, eventually. On pourrait éventuellement se revoir. On pourrait peut-être se revoir. Éventuellement, ça veut dire peut-être. La cérémonie pourrait éventuellement être suivie par un discours. C'est une possibilité, c'est une option. La cérémonie pourrait peut-être être suivie par un discours. Et on dira, il a finalement réussi à avoir son permis de conduire. He eventually managed to pass his driving license. Voilà, les faux amis, vous en rencontrerez d'autres. Il y en a quelques-uns. Mon conseil, c'est de ne pas vous frustrer quand vous faites une erreur. Je vous promets, dans la plupart des cas, ce sera une erreur plutôt mignonne, une erreur qui va faire sourire les gens. Vous pouvez vous remémorer ce mot dans une phrase clé, peut-être une des phrases de cet épisode, ou une phrase que vous avez vous-même composée. Plus vous vous exposerez à ce mot dans son contexte correct, plus ça deviendra automatique pour vous de penser à ce mot avec son sens correct. Voilà, j'espère que cette leçon aura été utile. Vous connaissiez sans doute déjà quelques-uns de ces faux amis. Dans ce cas-là, j'espère que ça a été une leçon de révision qui aura été utile. Revoir les choses que l'on connaît déjà, c'est toujours une bonne chose. Ça permet de cimenter vos connaissances. Et si vous ne connaissiez aucun de ces mots, dans ce cas-là, j'espère que vous avez appris beaucoup de nouvelles expressions et de nouveaux vocabulaires. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.